Ravi de vous retrouver sur le podcast Man Training Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du man training. Qu'est-ce qu'une odeur ? Comment les odeurs se déposent-elles dans notre environnement ? Quelles sont les conditions idéales pour le travail du chien ? Autant de questions auxquelles Géraldine, élève coach en formation, viendra répondre aujourd'hui. Bonne écoute! Salut Géraldine, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi, Elsa? Très bien. Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour ce tout premier épisode de la saison 2 du podcast. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Géraldine, comme tu l'as bien dit. Donc, dans mon ancienne vie, j'ai été chimiste. Et ça fait maintenant presque 6 ans que je me suis intéressée au comportement et à l'éducation du chien. Et puis, il y a 3 ans, j'ai découvert le man training. Et là, ça a été le coup de foudre pour cette activité, qui est vraiment incroyable. Et voilà que octobre 2023, je me suis lancée dans la formation de Karine en coach en man training de loisirs. Et je suis encore en cours de formation. Et donc, tu te formes avec ton chien Rio. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Je crois que tu as un deuxième chien aussi. Oui, bien sûr. En effet, j'ai Rio qui est un berger allemand ancien type de 4 ans, qui est à mes yeux incroyable. Vraiment, il m'a directement montré des aptitudes en man training. C'était très agréable de commencer la discipline avec lui. Et puis, j'ai Oli qui est une berger suisse qui va sur ses 10 ans et qui fait un tout petit peu de détection et elle fait quelques fois des entraînements de man training, mais elle fatigue beaucoup plus vite et elle n'a pas la même motivation. Donc finalement, mon chien de piste, c'est Rio principalement. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des odeurs. On s'est dit que de par ton parcours, tu allais sûrement avoir beaucoup de choses intéressantes à apporter. Est-ce que tu pourrais commencer par essayer de donner une définition de ce que c'est qu'une odeur finalement ? Alors oui, donc c'est vraiment un sujet super intéressant et très très vaste. On va essayer donc de le couvrir pendant ce podcast, mais voilà, je vais essayer de pas trop complexifier les termes. Donc déjà, pour que ce soit des odeurs, ça doit être des molécules qui sont volatiles et qui sont dégagées d'une substance ou d'un être vivant, et alors qui se retrouvent dans l'air. Une fois qu'elles sont dans l'air, elles peuvent être détectées par les récepteurs olfactifs du nez, et alors là, c'est le nez de tout le monde, donc autant le nez de l'homme que d'un animal, comme le chien. Et donc là, vraiment, pour les détails, je vous renvoie à l'épisode 4 du podcast où Mélanie a vraiment fait un travail super pour expliquer tout ceci. Ces molécules, en fait, elles sont émises par des processus biologiques, chimiques et physiques, et elles peuvent varier en concentration, en composition et en intensité. Chaque humain a une odeur différente, c'est ça ? Alors oui, absolument. Mais alors, c'est vraiment une question hyper complexe, donc je vais essayer de la simplifier pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle est différente pour chaque personne. En fait, c'est une combinaison d'odeurs qui est complexe et qui dépend de facteurs biologiques, environnementaux et comportementaux. Donc, dans les facteurs biologiques, on va avoir la génétique, et ça, elle est individuelle à chaque personne. Et donc, elle détermine la composition et la production des sécrétions corporelles. Donc, dans les sécrétions corporelles, on a la sueur, le sébum et les phéromones. Et puis, en fait, aussi en génétique, on a des gènes qui interviennent dans la régulation du système immunitaire. Et en fait, ces gènes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent des molécules de surface à nos cellules. Donc, les cellules ont embarqué sur leur surface plein de protéines qu'on appelle des antigènes. Et donc, elles peuvent, elles aussi, être dégradées par des bactéries et donc produire des composés volatiles. Donc, c'est vraiment à la fois la composition purement génétique de chaque personne, mais à la fois notre système immunitaire aussi qui modifie notre odeur. Et puis, dans les facteurs biologiques, on a aussi le microbiome. Donc, le microbiome, c'est des millions de micro-organismes, et principalement des bactéries, qui sont présentes en fait à la fois dans notre corps, mais aussi sur toute notre peau, qui est notre plus grand organe, et qui dégradent justement les sécrétions corporelles dont on a parlé. Il les dégrade en composés justement organiques volatiles, donc en odeur. Alors ce microbiome, il est unique. Chaque personne a des bactéries qui sont en quantité différente, des types différentes. Il est influencé
comme par les facteurs génétiques, comme on en a parlé juste avant, par le régime alimentaire, par l'environnement et par les habitudes de vie. Donc voilà, ça c'était pour les facteurs biologiques. On a à côté de ça, on a les facteurs environnementaux. Et donc, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le régime alimentaire. Donc typiquement, on peut très bien imaginer quand on a mangé un plat avec beaucoup d'ail, on sent l'ail, autant dans la laine que dans nos pores et tout ça. Les habitudes de vie, donc les personnes qui vont fumer, donc le tabac, ça influence notre odeur, la consommation d'alcool. Si on fait beaucoup d'exercice physique, notre hygiène personnelle, si on se lave beaucoup ou un peu moins régulièrement, ça a une influence sur les odeurs qu'on émet. Les produits de soins qu'on utilise, donc les savons, les déodorants, les parfums, les crèmes, les lotions, tout ça, ça rajoute des couches d'odeur en plus qui viennent se mélanger à notre odeur biologique. Donc on a aussi les facteurs physiologiques. Et donc dans les facteurs physiologiques, on va avoir l'état de santé. Et donc l'état de santé, en fait, on parle autant des maladies et des conditions médicales. Et par exemple, on a prouvé que des chiens peuvent détecter des cancers et d'autres maladies, mais donc c'est parce qu'ils sentent vraiment un changement, une odeur différente chez nous. Et puis il y a les changements hormonaux aussi. Donc par exemple, le chien sait quand une femme est en période d'ovulation. Aussi également pour la ménopause, en fait, ils peuvent sentir tout ça. Aussi chez les enfants qui justement, par rapport aux adultes, n'ont pas encore les mêmes hormones qui sont développées. Eh bien, du coup, ils émettent une odeur différente qu'un adulte. Et puis, dans les facteurs physiologiques aussi, on a le métabolisme. Et ça, le métabolisme, il est aussi dépendant d'une personne à l'autre. Et donc, si par exemple, on a un métabolisme qui est rapide ou qu'on a un régime qui est riche en protéines, on va par exemple augmenter la production d'ammoniac dans nos composés volatiles. Et donc, ça a forcément une influence sur ce que le chien sent, sur notre odeur. Et puis, la production d'acides gras, de lipides et d'autres composés odorants, elle est aussi dépendante de notre métabolisme et de ce qu'on mange. Et puis, comme dernier point, on a les phéromones. Et donc, les phéromones, en fait, ce sont des signaux chimiques et donc qui vont permettre une communication, mais qui est involontaire de notre part et que le chien détecte. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent qu'en fait, le chien, il sait dans quel état émotionnel, etc. on est. Alors, il a des informations visuelles sur les mimiques et tout ça, mais c'est aussi intéressant d'expliquer au niveau des odeurs, toutes les différences qu'il peut percevoir chez une même personne, finalement. Ah oui, ça, c'est un truc de dingue. Et c'est, en fait, vu qu'il sent toutes nos hormones comme l'ocytocine, comme l'adrénaline, le cortisol, en fait, il connaît toutes nos émotions. Ils peuvent être très, très sensibles à tout ça, ouais. Ouais, donc on ne peut pas trop leur cacher ça. Et justement, en parlant de tromper le chien, d'essayer de cacher des choses, est-ce que c'est possible, par exemple, en piste, de tromper un chien en modifiant artificiellement l'odeur corporelle? Je ne sais pas, par exemple, en mettant du parfum. Est-ce que si je me parfume pendant ma piste, mon chien, du coup, ne va pas reconnaître mon odeur et il pourrait ne pas me retrouver? Mais tu vois, Elsa, comme on vient d'en discuter, on a énormément de facteurs qui jouent sur notre odeur. Donc l'odeur, c'est quelque chose de très, très complexe chez l'humain. Et finalement, rien qu'avec la partie, les facteurs biologiques sur lesquels on ne peut pas avoir d'influence, mais c'est notre odeur naturelle. Alors, on peut en effet rajouter des odeurs, comme on a dit, environnementales, parce qu'on fume, parce que, je sais pas moi, on va dans une friterie, ce genre de choses. En fait, le parfum, c'est le même principe. On rajoute une odeur en plus, mais elle n'enlève pas notre odeur primaire. Et le chien sait très vite vraiment distinguer, ok, ça c'est en plus, et il sait reconnaître quelle est en fait l'odeur vraiment de la personne. Et il fait vite abstraction finalement de cette couche artificielle. Ok, c'est super intéressant. Et est-ce qu'il y a par exemple certaines odeurs qui peuvent être, je sais pas, gênantes pour le chien, aversives au point que du coup il ait moins de facilité à retrouver la personne? Oui, alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'aversif? En fait, ça va plutôt être des odeurs qui sont différentes, parce qu'en effet, une maladie va changer notre métabolisme, va changer notre production de certaines hormones. Et donc, le chien va se retrouver confronté en fait, à un échantillon qui n'est pas dans sa norme. Et donc, c'est plus ça qui risque de le perturber. Et justement, comme tu poses cette question-là, dans un des livres de Jeff Shetler, justement, il explique que quand il était opérationnel et qu'il devait retrouver avec ses chiens des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais à un stade bien avancé,
en fait, ces chiens avaient vraiment du mal à retrouver ces personnes. Et il a émis l'hypothèse, en fait, que comme elles ressentaient moins d'émotions dues à l'avancement de leur maladie, eh ben, elles émettaient moins de ces hormones-là, et donc ça perturbait très fort le chien. Et donc, au final, il concluait, il faut entraîner le chien sur le type de personne qu'il va trouver. Donc, tu disais tout à l'heure que pour que le chien puisse capter l'odeur, il fallait qu'elle arrive sur ses récepteurs sensoriels. Et pour ça, il fallait que les molécules soient véhiculées dans l'air. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu justement comment cette odeur, donc, qui est au début sur nous, va pouvoir se répandre autour de nous? Est-ce qu'il y a des paramètres qui vont influer sur la façon dont l'odeur va se disperser? Alors, donc c'est une excellente question. En fait, il faut vraiment prendre en compte le fait que donc, l'être humain, il produit de l'odeur constamment. Qu'il soit en mouvement, qu'il soit en train de dormir, qu'il soit assis à un bureau, il y a vraiment tout le temps une production d'odeur. Et donc, rien que pour te donner un chiffre, il est évalué qu'en moyenne, une personne perd 40 000 cellules par minute, cellules de son corps. Donc, c'est énorme, en fait. Et donc, rien que ça, même si on ne devait pas être en train de transpirer ou quoi que ce soit, rien que ça, en fait, c'est déjà une émission d'odeur en ne faisant rien. Donc, même quand tu dors tranquillement dans ton lit, voilà, tu émets des odeurs. Donc, c'est une première chose à vraiment prendre en compte, c'est que impossible qu'on n'émette pas d'odeur. Voilà, on est fait pour ça. Donc, il y a une émission continue. En plus de juste simplement te parler de la desquamation, la perte des cellules, on a aussi, en fait, il n'y a rien à faire. On produit quand même de la sueur, même si elle n'est pas forcément odorante pour nos narines. On produit du sébum, et puis notre haleine, en train de respirer, en fait, on émet plein de microparticules. Et c'est bien la preuve, quand on dit que quelqu'un a mauvaise haleine, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des bactéries dans la bouche qui, justement, dégradent des composés, des résidus, et donc ça émet des odeurs désagréables. D'accord? Donc, il y a vraiment ce côté-là, et ça, on l'a en statique. OK? Et en fait, comment est-ce que l'odeur se diffuse quand on est immobile? C'est donc cette émission continue, comme on a dit. Puis en fait, il y a le principe de diffusion. Donc la diffusion, c'est quoi? C'est en fait, on veut tendre dans la nature, on veut tendre à un équilibre. Et donc si près de notre corps, en fait, il y a beaucoup d'odeurs qui sont émises et qu'à 2-3 mètres de nous, il y a moins d'odeurs, eh ben, la nature, elle va faire en sorte que justement, il y ait une diffusion de nos odeurs, donc de là où c'est le plus concentré, proche de nous, pour aller vers une zone où il y a moins d'odeurs. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la diffusion, puisque petit à petit, en fait, notre odeur, elle va se diffuser dans l'air autour de nous. C'est un processus qui est très lent, mais qui est constant. Et donc, ça crée une espèce de, si tu veux, un halo, un nuage d'odeur autour de nous. Ça, c'est de nouveau en statique. Comment ça se passe? D'accord? En plus de ça, on va avoir la convection naturelle. Donc, qu'est-ce que c'est la convection? En fait, les températures, là où c'est le plus chaud dans notre corps, c'est au niveau de notre tête. Et donc, en fait, comme l'air chaud, il va monter, on va créer un courant d'air qui va être le long de notre corps, qui va remonter vers notre tête, et qui donc prend aussi toutes nos odeurs avec nous. Donc, l'odeur qu'on émet au niveau de nos pieds, de nos jambes, de nos mains, tout ça, de notre buste, va remonter vers notre tête, et puis, en fait, va être dispersée vers le haut, autour de nous. Et au final, en fait, on a aussi l'adsorption des surfaces. Alors, qu'est-ce que c'est l'adsorption? Donc, c'est en fait le dépôt sur des surfaces. C'est pas à confondre avec l'absorption, d'accord? C'est vraiment un phénomène qui est différent. Et l'adsorption, c'est simplement une couche de poussière qui se dépose sur l'écran de ta télévision. Tu vois? Eh ben, les odeurs, c'est pareil. Elles vont se déposer sur des surfaces qui sont proches. Donc, des vêtements, des meubles en intérieur, mais sur le sol, sur des buissons, sur des rochers. D'accord? Et en fait, cette absorption, en fait, les molécules, elles peuvent être réémises dans l'air. Il suffit d'un petit courant d'air ou quelque chose, et hop, elles peuvent repartir dans l'air. Ça, c'est ce que tu as vraiment en statique comme intervention. Maintenant, quand tu es en mouvement, donc quand justement le traceur, la personne qui va se cacher en mantrailing, quand elle va se déplacer, en fait, elle va créer aussi une dynamique, et donc la dispersion des odeurs va changer en raison justement de l'interaction de son corps avec l'air environnant. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, comme elle avance, elle déplace l'air. Okay? Elle crée un flux d'air qui contourne son corps. Donc, l'air est poussé à l'avant et en fait, il est accéléré le long des côtés. Et alors, on arrive derrière avec une zone de turbulence.
Et donc, dans la zone de turbulence derrière notre dos, eh ben là aussi, l'odeur, elle est en fait... elle est projetée un peu dans tous les sens. Il n'y a plus du tout ce halo un peu régulier autour de nous. Là, au contraire, c'est vraiment... c'est dispersé un peu partout. Et donc, ça rend en fait aussi la dispersion beaucoup plus compliquée pour le chien à pouvoir détecter. Donc, plus on va vite, plus cette turbulence est élevée. Et donc, cette dispersion est élevée. Et puis, pareil, aussi, le fait que on se déplace, on dépose des odeurs au sol. Ça, il n'y a rien à faire. Nos vêtements qui frottent, notre semelle, sur le semelle de nos chaussures, sur le sol, il y a plein de molécules qui traversent les semelles et qui se déposent directement sur les surfaces. On vous mettra un petit schéma en annexe du podcast, donc il suffira de descendre dans la description pour pouvoir voir un petit peu ce phénomène. On a essayé de le modéliser de façon plus ou moins fidèle. Alors, du coup, on peut, en fait, dans le cadre du mantrailing, différencier deux situations. Donc, le moment où le traceur va être en mouvement, va se déplacer, va marcher le long de la piste, enfin, en traçant la piste, et le moment où il va se retrouver arrêté à la fin, par rapport à ce que tu disais. D'ailleurs, justement, quand le chien approche du traceur, à la fin de la piste, en général, on voit des changements plus ou moins subtils selon le chien dans son attitude. Il relève la tête, on voit qu'il monte en excitation. Ce changement d'attitude, on appelle ça une alerte de proximité. Donc, c'est lié justement au phénomène que tu expliquais ici? Alors oui, absolument. En fait, donc, comme on en a parlé juste avant, donc l'odeur, elle se diffuse constamment, d'accord ? Et plus, en fait, notre trace... plus le traceur est passé il y a longtemps, et en fait, plus l'odeur est diffusée quand même, elle ne reste pas complètement immobile à un endroit. Et donc, le chien, il nous cherche des petits grains de sable. Et puis, il arrive vers l'endroit où la personne, elle est stationnée, le traceur est stationné pendant une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Et en fait, comme on a dit juste avant, on émet toujours des odeurs, et cette fois, en fait, comme il n'y a plus... comme la personne elle est restée sur place, en fait, il y a une énorme concentration d'odeurs autour de lui. Et donc, le chien arrive, il est sur des petits grains de sable, et en fait, il arrive sur une plage d'odeurs, et là-dedans, en fait, il doit retrouver son chemin pour trouver une seule personne, alors qu'en fait, la personne, alors qu'il est noyé parmi plein d'odeurs. Et donc, si tu veux, vraiment un peu aussi comme on illustre ça, en fait, on dit déjà que quand il arrive dans ce nuage d'odeurs, on appelle ça le scent pool. Et vraiment, comment on peut visualiser ça, c'est se dire, en fait, si nous, on se promène avec un pot percé, et que le pot, donc chaque fois qu'on avance, il lâche des gouttes, d'accord, on a des petites gouttes sur tout notre chemin. Et puis à un moment, on s'arrête. Et on s'arrête pendant 10 minutes. Mais le pot percé, il continue à goûter. Donc à un moment, on se retrouve on est sur une flaque. Et c'est exactement ce qui se passe pour le chien, c'est qu'il se dit, oh là, je suis en train de galérer avec mes toutes petites traces olfactives, et tout d'un coup, j'arrive dans une énorme concentration. En fait, le chien, il sait qu'il arrive qu'il est proche de la personne. Et donc, ça l'excite. Et puis, il y a des odeurs partout, autant en l'air, autant au sol. Et donc, en fait, il peut montrer très fort en excitation ou au contraire être perdu et se dire, oh là, mais comment je m'en sors dans cette histoire ? Et c'est là où, justement, tout le coach a tout son intérêt pour apprendre au chien à gérer ce pool d'odeurs. Je suppose qu'il y a aussi l'environnement qui va avoir une influence sur la dispersion des odeurs. Tu as déjà donné quelques éléments. Par exemple, tu disais que les odeurs, elles allaient pouvoir venir s'accrocher, entre guillemets, sur toutes les surfaces. Donc, plus il y a d'endroits, de supports où l'odeur va s'accrocher, plus ça sera, entre guillemets, facile pour le chien. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres de l'environnement qui vont pouvoir jouer ? Alors oui, donc déjà, en effet, super bon point que tu relèves. Donc oui, l'odeur, elle va s'accrocher partout là où elle peut. Donc, plus on va être dans un environnement riche en supports, et en effet, plus ça va faciliter le travail du chien. Mais alors, l'effet de l'environnement sur la piste, il est énorme. Il est énorme et c'est très impressionnant. Je vais essayer de quand même en citer quelques-uns pour un peu qu'on comprenne tout ce qui peut se passer en piste et à quel point, en fait, le chien, il fait un travail extraordinaire. Mais je pense que la liste est loin d'être exhaustive. Donc, toi, tu parles en effet du fait qu'il y ait du support, mais en fait, il y a aussi le type de surface, tout simplement. Si on est sur des surfaces poreuses, donc typiquement de l'herbe ou de la terre, en fait, donc poreux, ça veut dire qu'on a des petits trous dans la surface. Et donc, ces surfaces, elles peuvent absorber les odeurs odorantes. Donc, contrairement à l'adsorption dont je parlais un peu plus tôt, l'absorption, c'est comme une éponge qui se remplit d'eau. Mais l'eau, elle est aussi à l'intérieur de l'éponge, elle n'est pas juste en surface. D'accord ? Et donc, quand l'odeur elle est absorbée dans notre sol, en fait, elle va être émise beaucoup plus lentement.
Et donc, en fait, ça devient une surface qui, en fait, remet de l'odeur sur un plus longtemps. Alors que, justement, sur une surface qui n'est pas poreuse, l'odeur, elle se dépose. Et puis, en fait, elle s'en va très rapidement. Un petit courant d'air, quelqu'un qui passe, une voiture qui passe, qui crée une petite turbulence. Et voilà, il y a déjà presque plus d'odeur, ou en tout cas, elle est plus exactement là où elle s'était déposée au départ. Et donc, le type de surface a vraiment un grand impact. Et donc, plus on va avoir une surface qui est poreuse, et plus les molécules vont être piégées dans les micropores de la surface. Wow, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as un exemple à l'inverse de surface qui serait pas poreuse? Justement, tout à fait, j'y venais. Donc on va parler, on parle des surfaces à ce moment-là qui vont être dures et lisses. Et donc, on va parler du béton ou de l'asphalte. Alors, l'asphalte particulièrement, il est complètement imperméable à l'eau. Et donc, il est beaucoup moins absorbant. Il n'y a pas d'emprisonnement de ces molécules odorantes dont on parlait avec les micropores des surfaces poreuses. Et donc, en fait, les molécules qui se déposent dessus, non seulement elles sont beaucoup plus vite balayées, mais en plus, elles sont beaucoup plus vite sujettes à l'évaporation. Et donc, tout ça crée en fait une dispersion des odeurs beaucoup plus rapide que sur des surfaces poreuses. Ça, c'est vraiment pour le type de surface. Après, on a le grand maître en Mantrailing, c'est le vent. Le vent, il a des effets vraiment incroyables. Il peut être notre allié comme notre pire ennemi. Et donc, en fait, il est déterminant dans la dispersion des odeurs. Alors, ça va être, par exemple, déjà rien que l'orientation du vent. S'il souffle dans notre dos, ou au contraire, il souffle en éloignant les molécules du nez du chien. Forcément, le travail va être plus complexe si, en fait, les odeurs ne lui viennent pas directement. Au contraire, si un vent vient de face, le chien, en fait, il prend les odeurs, elles lui sont presque servies sur un plateau. Presque, parce que la tâche est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour un peu l'imaginer. Et donc, si on a un vent faible ou modéré, il est plutôt favorable au chien, parce que donc on imagine, on a notre personne, d'accord, qui marche, et elle subit aussi ce vent. Et donc, elle émet en continu des odeurs, mais en fait, le vent va pousser toutes les odeurs dans une direction. Et donc, ça va créer une espèce de cône d'odeur. Et si le vent est faible ou modéré, ce cône va être assez large. Et donc, ça veut dire que le chien, il aura une plus grande amplitude pour justement trouver nos odeurs, enfin l'odeur du traceur. Alors que si, au contraire, le vent, il est fort, en fait, il va émettre un cône très étroit d'odeur. Donc, ce sera plus concentré, mais par contre, le chien, il devrait être beaucoup plus précis pour tomber dans ce cône d'odeur. En plus, un vent fort va disperser des molécules de façon plus imprévisible et il dilue encore plus l'odeur ou la projette beaucoup plus loin que la piste réelle. Par exemple, un chien qui va pister la tête en l'air. Donc, on dit souvent qu'il est en air scent. Donc, il capte principalement les molécules qui sont légères, donc qui sont facilement portées dans l'air. Et donc, ces molécules, elles sont transportées par le vent et se retrouvent parfois à une plus grande distance de la piste. Et donc, ça rend le travail de précision du chien très compliqué. Alors qu'un chien qui garde bien le nez proche du sol, lui, peut capter très précisément les particules lourdes, qui proviennent souvent de la sueur, du sébum et des peaux mortes, et en fait qui ont tendance à se déposer plus rapidement sur le sol, ce qui permet que en fait, sa trace soit la plus directe et qui suive en fait la personne de la façon la plus précise possible. Et donc, en plus des particules lourdes, le chien qui garde le nez au sol, il peut également capter toutes les odeurs qui sont libérées provenant de l'écrasement de l'herbe. Donc, rien que l'herbe, une fois qu'on marche dessus, elle est abîmée, elle libère aussi des odeurs. Mais en plus, les micro-organismes qui vivent sur le sol, il y a une certaine désorganisation, puisqu'on est venu marcher. Et donc, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la blessure du sol. Et ça, les chiens sont très forts pour aussi capter, en fait, où est-ce qu'on a posé le pas. Et donc, les particules lourdes et les odeurs du sol sont peu susceptibles d'être emportées loin par le vent. Et donc, ça permet au chien de rester sur une piste exacte sur le sol. Voilà, je ne vais pas revenir sur le rôle des supports parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est vraiment important de prendre ça en compte, que plus, justement, on va avoir d'aide de l'environnement autour de nous, et plus ça va pouvoir aider le chien. Alors, par contre, le désavantage des supports, quand même, c'est qu'ils peuvent aussi donc influencer la dispersion des odeurs. Ça peut créer des zones de turbulence, en fait, quand on va avoir du vent et puis on a des bâtiments en zone industrielle. Mais derrière les bâtiments, en fait, parfois, il y a des courants d'air ou des turbulences terribles. Et il suffit parfois de se rendre compte en allant en automne et on voit en fait comment les feuilles sont dispersées sur le sol. On voit qu'en fait, elles sont pas mises par hasard. C'est le vent qui les a charriées d'une façon différente. Et donc, c'est un peu pour illustrer comment les odeurs peuvent aussi être influencées par toutes ces turbulences. Un chien doit réussir à réajuster sa trajectoire.
plus il a de l'expérience, plus il va comprendre en fait très rapidement, ok, les odeurs, elles ont été un peu dispersées dans tous les sens, mais je sais ce que ça veut dire, et hop, je continue, je tourne à droite, je vais tout droit, enfin, et il prend sa décision sur base de ce qu'il sent et de la façon dont c'est dispersé. Donc voilà, le support, ça peut être un gros défi, mais une fois que le chien, il a bien compris comment il fonctionnait, eh ben, en fait, je pense qu'il se laisse beaucoup moins tromper avec son expérience. Et puis alors, il y a aussi l'absorption par les surfaces. Donc, on en avait déjà parlé, mais tout ce qui est les murs, des bâtiments, les arbres, l'écorce aussi de l'arbre, les buissons. Et donc, ça crée des points d'accumulation. Et donc, ça permet à justement se dire au chien, ah ben oui, je sais que mon traceur est passé par là. On a aussi les reliefs, donc la topographie. Les collines, les vallées et les pentes, elles vont aussi influencer la dispersion des odeurs, notamment en modifiant les flux d'air et la manière dont les molécules vont se déplacer. Forcément, une pente risque d'inciter l'air et les molécules à descendre. Et au contraire, une colline, il faut déjà un coup de vent plus fort pour pouvoir pousser les molécules plus haut dans la colline. Et puis alors, on a la pluie. Alors la pluie, disons qu'elle a ses avantages et ses désavantages aussi. En fait, avoir un sol humide ou une pluie légère, c'est plutôt quelque chose qui va faciliter le travail du chien, parce qu'en fait, l'humidité, elle est essentielle pour l'activité microbienne. Et l'activité microbienne, c'est à la fois la blessure du sol, mais à la fois l'activité microbienne sur nous aussi. Mais par contre, une grosse pluie, elle, au contraire, elle va laver les odeurs. En fait, elle va rentrer aussi en compétition avec les odeurs dans les surfaces poreuses. Et donc, en fait, elle va être juste lavée et éloignée. Et donc, en fait, il n'y aura plus d'odeur là où le traceur était passé. Plus il y a de l'humidité et plus les odeurs sont évaporées. Et un exemple tout simple qui va vraiment vous parler, c'est l'odeur du chien mouillé. Votre chien sec, il ne sent pas particulièrement, et une fois qu'il est mouillé, justement, hop, il y a beaucoup plus d'odeur. C'est parce que cette humidité, en fait, elle aide justement à l'évaporation des odeurs. Comme tu disais, il y a une partie de l'odeur qui va se déposer plus ou moins dans le sillage de la personne. Il y a aussi une partie des odeurs qui va pouvoir être emportée selon l'environnement, le vent, les surfaces, etc. Est-ce que cette odeur, au bout d'un moment, elle va finir par disparaître et si oui, pourquoi? Et surtout, au bout de combien de temps? Alors là, ça c'est la question. En fait, c'est super complexe de répondre à ça de façon précise parce que ça dépend de tellement de facteurs et de processus. On en a déjà beaucoup parlé là dans l'épisode, mais rien que l'influence du vent. S'il y a du vent ou pas du vent, du coup, ma réponse, elle est forcément pas la même. Si on n'a pas de vent, alors du coup, les odeurs vont peut-être rester au sol plus longtemps que s'il y a du vent qui va les disperser dans tous les sens. Donc rien qu'en prenant le cas du vent tout seul, sans toutes les autres influences, je peux déjà dire ça dépend. Donc en plus de tous les autres facteurs, ma seule réponse va être ça dépend. Sauf que qu'est-ce qui peut se passer en fait? Donc avec la diffusion dans l'air, donc c'est ce que je rappelle, c'est un déplacement naturel des zones les plus concentrées vers les zones les moins concentrées. C'est un processus, donc, comme j'ai dit, qui était lent et constant, mais qu'en fait, qui à un moment va faire en sorte que l'odeur, elle va être tellement diluée que peut-être elle sera plus détectable par le chien. Donc ce processus à lui tout seul aussi fait qu'à un moment, peut-être qu'il n'y aura plus assez d'odeur détectable parce que c'est naturel que notre odeur se disperse dans l'environnement. On a aussi l'évaporation des molécules, plus les molécules odorantes s'évaporent et plus leur concentration diminue. Ça me paraît assez logique. Donc dans un environnement chaud et sec, on a une évaporation plus rapide. Donc on a plus rapidement moins d'odeur. Dans un environnement frais ou humide, par contre, l'évaporation est plus lente. Et donc, c'est plutôt favorable à ce que l'odeur reste plus longtemps. Donc les molécules, elles sont fixées à la surface, mais elles restent du coup exposées à l'air et à la lumière du soleil. Et donc les UV, ça dégrade rapidement les molécules. Donc à nouveau, c'est plus facile qu'une odeur disparaisse sur de l'asphalte quand c'est au soleil plutôt que quand c'est à l'ombre. On a aussi tout simplement la dégradation chimique et biologique des molécules. Puisque donc, la décomposition chimique, ça va être ces odeurs qui vont être sujettes à des réactions chimiques. Donc comme je viens de le dire, simplement l'exposition aux UV. Donc ça peut décomposer certaines molécules. L'oxydation, donc l'oxygène dans l'air peut réagir avec certaines molécules et du coup les dégrader. Et à nouveau, puisqu'on parle d'UV, c'est des processus qui sont beaucoup plus rapides dans des environnements chauds et ensoleillés. Et puis on a la dégradation biologique. Donc, comme on en a parlé,
il y a des micro-organismes, il y en a partout, et donc ils sont aussi présents dans le sol, et ils dégradent les molécules odorantes. Ça leur sert un peu de nutriments. Et donc là, par contre, on va avoir ces environnements très actifs, biologiquement actifs, ça va être plutôt dans la terre et l'herbe. Voilà, donc tu vois, répondre à cette question de façon simple, en fait, c'est pas possible. Parce qu'à la fois, on va dire, ah oui, quand il fait sec et chaud, c'est compliqué. Mais quand on est dans des environnements de terre et d'herbe, il y a plus de dégradation biologique. Donc, c'est extrêmement compliqué de te dire au bout de combien de temps. Et donc, finalement, c'est pas vraiment mesurable. En fait, notre indicateur pour savoir si l'odeur est encore perceptible ou pas, ça va être uniquement l'attitude du chien. Absolument. Absolument. C'est vraiment la philosophie chez les man-trailing addicts, c'est de se dire, en fait, si notre chien il est en train de pister, alors à moins qu'il nous fasse une piste fantôme ou quoi, mais s'il est en train de pister et qu'il est fidèle à sa piste, en fait, c'est qu'il a encore de l'odeur. Parmi les compétences que le chien doit arriver à développer au man-trailing, c'est celle de savoir dans quel sens il doit prendre sa piste, sachant qu'on ne l'amène pas toujours dans le bon sens, quoi. Des fois, il peut arriver face à sa piste dans le mauvais sens, ça peut être justement des exercices qu'on fait exprès. Comment est-ce que le chien fait pour savoir dans quel sens est-ce qu'il doit suivre la piste du traceur ? Alors, c'est super intéressant comme question. Donc, en fait, nos chiens, déjà, ils sentent juste le changement de concentration. D'un pas à l'autre, en fait, ils sentent que c'est plus déjà la même concentration, qu'il y a la décomposition et dégradation des odeurs, elle est plus avancée sur le premier pas que sur le deuxième. Donc, en fait, ils s'orientent comme ça. Et donc, il y a des études qui ont montré que des chiens expérimentés pouvaient réussir à s'orienter pour savoir vraiment si ça va vers l'avant ou vers l'arrière, la piste, en seulement 2 à 5 pas. Donc, c'est vraiment extrêmement peu. Chez les man-trailing addicts, on a davantage observé qu'il était nécessaire quand même d'avoir une longueur de longe pour que le chien puisse vraiment se dire « Ok, ma piste, en fait, elle repart dans l'autre sens » ou « C'est bon, je suis sur la bonne direction ». Donc, une longueur de longe, c'est plus ou moins 10 mètres. Est-ce que pour résumer un petit peu le podcast, tu pourrais nous dire, dans les grandes lignes, quelles seraient les conditions idéales pour que l'odeur se conserve et donc pour faciliter le travail du chien en piste ? Alors, c'est des conditions idéales et peut-être, alors du coup, des conditions, entre guillemets, faciles aussi et donc pas forcément toujours ce qu'on souhaite. Et je vais m'expliquer tout de suite parce que un des premiers critères que je donnerais, ce serait déjà d'être sur une surface poreuse. Et donc, comme on en a parlé, les surfaces poreuses, ce sont les pistes dans l'herbe et sur la terre, donc typiquement en forêt. Et c'est vrai que comme elles ont beaucoup de supports, ce sont souvent des pistes qui peuvent être, pour des chiens qui ont déjà un peu de bouteille, qui peuvent être un peu faciles. Mais voilà, si on veut vraiment être dans des conditions idéales, une surface poreuse, c'est vraiment parfait. Une température qui va être modérée. Comme on l'a dit, justement, la température peut avoir une grande influence sur l'évaporation des molécules et sur leur dégradation. Une humidité aussi qui doit être modérée. Une grande pluie, comme on a dit, non, ça va tout laver. Par contre, avoir de l'humidité dans l'air, c'est important pour le développement bactérien. Et un vent faible. Donc, ça permet justement d'avoir une dispersion unique, plus unique en tout cas, favorisée par le vent dans une direction, avec un grand cône pour que le chien puisse réussir à trouver son odeur. Donc voilà, je dirais que c'est un peu ça les conditions idéales. Maintenant, en fait, on n'est jamais dans des conditions idéales parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe sur une piste. Ça peut tellement changer d'un mètre à l'autre parce que tout d'un coup, il y a eu un coup de vent ou alors il y a eu une voiture qui est passée à fond de balle et qui a justement chassé les molécules. Parce qu'il peut y avoir qu'un endroit de la piste, en fait, est vraiment au soleil alors que tout le reste était à l'ombre et donc le soleil aurait dégradé les molécules. Donc c'est vraiment... il faut vraiment pas voir une piste comme quelque chose d'immuable, en fait. Au contraire, ça va vraiment beaucoup bouger en fonction de l'environnement et en cours de piste. Donc, c'est pas parce que le traceur a fait ça et que nous, on est parti 10 minutes après qu'en fait, on va obtenir ce que le traceur a fait. Pas du tout. Donc, voilà, c'est vraiment à prendre en compte dans nos entraînements de se dire, en fait, il faut faire confiance à son chien. C'est lui qui sait. Le monde des odeurs, il nous est invisible. C'est lui qui sait. Et si parfois, il est en train de pister, mais qui paraît nous faire des choses étranges, en fait, il faut lui faire confiance. Il piste, on lui fait confiance parce que c'est lui qui sait et nous, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé au niveau des odeurs.
Donc restez très prudent sur justement des pistes très âgées, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant les 12 heures de pause? Ça, on n'était pas là pour le savoir. Vous ne pouvez pas avoir mieux comme conclusion. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour ce podcast, que personnellement j'ai trouvé très très intéressant. J'espère qu'il plaira aussi aux personnes qui nous écoutent. Alors pour l'instant, comme tu l'as dit au début du podcast, tu es toujours en formation, mais ça touche à sa fin. Donc je vous renvoie encore une fois vers le site de Karine, donc harmonydog.fr, pour retrouver très bientôt Géraldine dans la liste des coachs Man Trailing Addict. Et je te remercie encore une fois et puis à très bientôt en piste. Merci Elsa, et n'hésitez pas en cas de questions ou de demande de précision, je serais ravie de revenir pour un épisode 2. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Si vous souhaitez poser des questions à Géraldine ou au sujet d'un autre épisode, nous vous rappelons qu'il vous suffit simplement de vous rendre sur le site harmonydog.fr dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à partager ce podcast en story ou à en parler autour de vous. On se retrouve dans un mois en compagnie de Judith. Sa petite chienne, Piccola, a malheureusement perdu la vue il y a quelques mois. Pourtant, sa cécité ne l'a absolument pas empêchée de pister. Bien sûr, il a fallu mettre en place quelques adaptations, mais aujourd'hui, le man trailing occupe toujours une place très importante dans la vie de ce binôme.